Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On continue nos pastilles sur le nouveau CBA et ses principaux changements. On essaie de vous livrer un maximum d'informations avant la Free Agency afin que vous ayez toutes les clés pour bien comprendre ce qui va se passer. Et pour cela, qui de mieux que Tom pour vous l'expliquer? Comment ça va aujourd'hui, Tom? Ça va très bien, Amine, et toi? La forme? Ça va. Il fait chaud, mais on s'en sort. Clairement. On aime ça. Très bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de quelque chose d'un peu nébuleux et ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais on va essayer d'être le plus complet possible. On va parler des offer sheets parce que même là-dessus, il y a des changements cette saison avec le nouveau CBA qui arrive. Tom, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu comment ça se passe l'offer sheet avant les changements déjà pour qu'on ait des bonnes bases? Alors du coup, l'offer sheet, c'est ce qui va se matérialiser pour les agents libres restreints. Donc les offer sheets, ça ne concerne que les agents libres restreints, c'est-à-dire les joueurs qui sont protégés par leur équipe, ou par exemple, ça va être des joueurs qui sont au rookie scale et qui arrivent à la fin de la 4e année, ils doivent se voir proposer un contrat, donc ils sont protégés par leur équipe, ou les joueurs qui ont signé un contrat, qui sont arrivés dans la ligue et qui ont signé un contrat de 3 ans. Donc, à partir de ça, enfin, si tu as uniquement 3 ans, tu es du coup éligible enfin, ton équipe peut te protéger. Tout le contraire de ce qui est arrivé par exemple pour Jalen Brunson qui lui n'était pas au rookie scale mais a signé un contrat de 4 ans et du coup à partir de 4 ans, l'équipe n'a plus la protection en fait. Donc du coup, l'offer sheet va être une façon en fait pour une autre équipe de récupérer un talent qui est protégé par une équipe A, par exemple. On va donner un exemple récent. On va prendre le cas de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, il n'a pas pu se mettre d'accord l'an dernier au moment de l'extension de son contrat avec les Suns. Donc, ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que il est allé démarcher les différentes franchises NBA. Il est tombé sur les Pacers. Les Pacers lui ont proposé un contrat qui, lui allait bien. Donc, il a signé, du coup, cette offer sheet. Donc, c'est le contrat que l'équipe adverse met sur la table. Et en fait, il a mis, entre guillemets, en demeure les Suns de matcher le contrat pour qu'il reste dans l'effectif. Voilà, c'est ça l'offer sheet. Du coup, ça dépend également du fait de proposer une qualifying offer systématiquement. Sinon, tu ne protèges pas en fait ton joueur. Je crois qu'il y a même eu un petit changement également sur la qualifying. Tu peux proposer un petit peu plus. Bon, c'est Oui, anecdotique, mais il me semble qu'il y a eu ça dans le CBA. oui, Il y a eu des exemples un peu marquants. Moi, je me rappelle de Gordon Hayward à l'époque de Utah. oui, Il me semble que là où justement certaines équipes parfois c'est pas forcément pour récupérer le joueur mais pour embêter un peu une autre équipe et dans le cas de Gordon Hayward justement ça les avait embêtés dans le sens où l'offer sheet était de 3 ans seulement si je me rappelle bien et c'est ce qui avait un peu embêté Utah qui à partir du moment où il n'avait pas proposé de contrat en avance ne pouvait que s'aligner sur l'offer sheet et non plus signer qu'un contrat de 3 ans à Hayward. Je me trompe pas, hein, c'était bien alors, ça. non, c'était 4 ans. C'était 4 ans, C'était sauf que, 4 en ans. fait, ouais, c'était 4 ans, en fait. Le truc, c'est que Gordon Hayward, lui, pouvait avoir 5 ans Ah oui. si c'était Utah qui lui avait proposé le contrat. Sauf que comme Utah ne lui a pas proposé de contrat, pour l'offer sheet, tu peux proposer uniquement 4 ans maximum. Oui. Donc du coup, il est allé récupérer le montant qu'il voulait, mais sur un contrat plus court. Et il est retourné dans son équipe. Sauf que bah ça a aussi contribué à son départ en fait, une fois qu'il était agent libre non restreint, à son départ à Boston. Non seulement il est devenu agent libre plus tôt, mais il avait aussi le goût amer de devoir aller chercher son contrat ailleurs Hmm. pour ensuite retourner dans son équipe. C'est vrai que ça peut un peu fragiliser, ça peut un peu fragiliser les relations. Ou parfois tout simplement proposer un peu trop d'argent, juste un petit peu trop, pour pousser l'équipe qui veut quand même conserver son joueur à Mm. surpayer un petit peu. Mm. Euh, Ça, je- oui, c'est le principe de l'offer sheet, hein. C'est de proposer un contrat qui va être difficilement matchable par l'équipe adverse, quitte à inclure, par exemple, payer la moitié du salaire sur les 2 premiers mois de la saison. Par exemple, en termes d'offer sheet, on se souvient des Nets qui ont ouais, fait pas mal ce d'offer que sheet j'allais dire. en 2016 avec notamment Allen Crabbe, Taylor Johnson, autoporteur, top 15 shooter, voilà des choses. Ils ont récupéré Alan Crabbe en plus, Et voilà, ils ont au final. récupéré Allen Crabbe au final, mais Portland a dû matcher le contrat. La même chose pour Tyler Johnson où ils lui ont proposé un contrat Oui aussi. mirobolant pour le joueur que c'était, Mm. et Miami a dû matcher. Donc les offersheets, ça met en fait
en péril un peu, ça peut mettre en péril l'équipe qui va matcher le salaire si elle décide de le matcher. Mais en tout cas, ça met vraiment un point et ça force la main un peu de l'équipe adverse qui ne veut pas forcément matcher un tel type de contrat, mais qui aimerait bien garder l'asset et le joueur. Très bien. Mm. Du coup, maintenant, on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui change dans le nouveau CBA avec les offer sheets. Alors, ce qui change concrètement, c'est que c'est quelque chose qui avait déjà été amendé dans les deux précédents CBA, un peu comme pour les extensions. Hein. Déjà, il y avait du coup 72 heures pour matcher l'offer sheet avant. Ensuite, en 2017, on est passé à 48 heures pour matcher l'offer sheet. Et là, maintenant, en 2023, on peut faire signer l'offer sheet durant le moratorium et l'équipe a uniquement 24 heures pour matcher. Donc, on va revenir sur les notions de moratorium, mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est la notion de matcher où l'équipe a moins de temps. Oui, du coup, et aussi durant le moratorium, donc en gros, dès le 1er juillet, tu peux donner ton offer sheet aussi. C'est-à-dire qu'avant, il fallait attendre toute cette période, c'est les 6 premiers jours, il me semble, le moratorium. C'est ça, la période moratoire, c'est ça. Et il fallait attendre justement cette période pour pouvoir proposer une offer sheet si l'équipe n'avait pas proposé donc un contrat pendant cette période à son joueur à qui elle pouvait proposer justement un nouveau contrat. Justement, donc ces 24 heures, qu'est-ce que ça change vraiment en vérité? Alors, c'est un détail important puisque, en fait, quand tu veux faire une offer sheet, tu dois garder l'argent et tu dois bloquer l'argent. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que, disons que tu pouvais signer uniquement 72 heures. Enfin, l'équipe avait 72 heures pour matcher après la période moratoire. Mais du coup, ce qui se passe, ça veut dire que tu avais les 8 jours de la période moratoire plus les 72 heures. Donc, ça faisait 13 jours. Oui, ça faisait... Non, pas 13 jours. 11 jours, pardon. Ouais. Ça faisait 11 jours où ton cap space était bloqué. Mais pendant que toi, ton cap space est bloqué, le marché, il s'arrête pas. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait 11 jours où tu peux signer personne. Et quand l'autre équipe match, ben, en fait, tu retournes sur le marché de la free agency avec tout ton argent, mais il n'y a plus de joueurs de dispo, en fait, après 11 jours. Oui, c'est clair. La question que j'ai envie de te poser, pour être bien sûr justement, tu dis que ton cap est bloqué. Ton cap est bloqué à hauteur de combien? De la qualifying, justement, pour le joueur en question que tu n'as pas encore re-signé. Pour le montant de la qualifying, pour les cap hold, c'est quoi exactement, justement? En fait, c'est juste ton cap space, en fait, qui est bloqué. Parce que pour pouvoir signer une offer sheet, tu dois avoir l'argent disponible. Donc, ça veut dire que l'argent, si par exemple, tu as 40 millions de cap space, ben, tes 40 millions de cap space, ils étaient bloqués. Enfin, si par exemple, tu veux signer un joueur, on va faire plus simple. Disons, tu veux signer un joueur sur une offer sheet à 20 millions. Tu as 20 millions de cap space bloqués pendant, tu avais 20 millions de cap space bloqués pendant les 11 jours. Ça veut dire que si par exemple ton offer sheet elle est matchée après les 11 jours, tu retournes sur le marché avec tes 20 millions, sauf qu'il n'y a plus de joueurs qui sont, qui sont assez intéressants pour que tu proposes ces 20 millions-là et tu n'as pas de solution de repli pour te retrouver à qui proposer ton argent. Par exemple, on a en 2017 aussi, tu avais les fameuses 48 heures, donc ça représentait 10 jours. Aujourd'hui, tu peux signer directement avant le moratorium. Donc, ça veut dire que les gens savent qu'ils ont l'information que ton cap space, en fait, ils vont plus s'interroger sur qu'est-ce que cette équipe-là, elle va faire avec son cap space. Tu sais déjà que tu peux signer, la signature peut être annoncée, enfin, l'offer sheet peut être annoncé dès le premier jour de la free agency. Donc, après, les agents, ils peuvent s'organiser pour se dire, OK, donc là, peut-être qu'ils vont matcher après les 8 jours, puisque la période moratoire reste, tu as juste 24 heures après. Donc, OK, l'équipe qui a le joueur va peut-être matcher, mais on sait que l'argent de cette équipe-là, elle le réservait pour tel joueur. Donc nous, pour placer d'autres joueurs ailleurs, peut-être qu'on va attendre la situation de ce joueur-là, et ensuite on sait que cette équipe-là, elle aura du cap space, donc on va pas forcément pousser nos clients à signer autre part. Tu vois, ça donne des indications claires sur où l'argent qui n'est pas encore distribué sur le marché est, et comment les agents peuvent eux aussi aller chercher l'argent pour ses clients, pour leurs clients. En fait, dans ma question précédente, je me plaçais du côté de l'équipe qui allait devoir matcher l'offer sheet. C'est-à-dire qu'avant, à partir du moment où elle n'avait
pas encore l'offer sheet entre les mains, elle n'était bloquée que sur sur la qualifying. Je me trompe pas là-dessus. Non, sur les Caphold. Les Caphold, d'accord. Ouais, sur les Caphold. Sur les Caphold, mais du coup, dans le cadre de contrats très élevés, ça permettait une flexibilité avant de pouvoir prolonger justement un RFA. C'est ça. C'est-à-dire que si par exemple disons t'as un joueur qui est drafté au genre 30e pick, donc en gros il a un très faible salaire et le montant de son Caphold, donc c'est à peu près que je dise pas de bêtises, ça vient de changer, c'est 250% du dernier salaire. Donc du coup, si par exemple t'as un gars qui touche 1 million, par exemple, ben t'avais par exemple en termes de Caphold, t'avais 2,5 millions en termes de 2005. Caphold. Donc c'est pas les vrais sheets, mais c'est vraiment pour rendre Bien sûr. pour faciliter. Donc du coup t'as un faible Caphold. Donc si tu veux utiliser ton cap space, ben c'est plus intéressant quand tu as un joueur qui a un faible Caphold parce que tu as beaucoup plus de cap space tout en gardant les Caphold de ton joueur si tu veux signer. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, le moratorium reste. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément très bien compris au début. Le moratorium reste. La seule différence, c'est que après le moratorium, ils ont 24 heures pour matcher. Et l'autre différence, c'est que l'offer sheet peut être fait et être, comment dire, officiellement fait pendant le moratorium. C'est-à-dire qu'au moins les équipes sont au courant et du coup peuvent avancer à comment dire, en voyant où sera l'argent justement. Et parfois aussi, sachant que toutes les équipes n'ont pas forcément énormément de cap, savoir que certains joueurs ne seront pas sur ces offer sheets et qui pourront prendre un peu plus leur temps et mettre un peu moins d'argent peut-être. C'est ça. Et puis ça donne aussi plus de force de négociation pour les joueurs un petit peu avant ou même pour les trades, tout simplement parce que tu peux avoir des cas où le joueur, on peut avoir par exemple, si on prend le cas de Malcolm Brogdon, ce qui s'est passé quand il est passé de Milwaukee à Indiana. Les deux équipes ont décidé de le transférer alors qu'il aurait pu être RFA. C'est ce qui change, c'est-à-dire qu'une fois que l'offer sheet elle est faite, tu n'as plus aucun moyen de négociation. Tu peux pas négocier pour un sign and trade ou quelque chose comme ça. Une fois que l'offer sheet est faite, c'est soit tu matches, soit tu perds le joueur. Donc du coup, ça met un petit peu plus la pression pour trouver des accords avant que les joueurs se voient offrir la free agency, l'offer sheet. Et du coup, ça rajoute un levier, un moyen de pression supplémentaire sur les équipes. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sujet, Tom? Non, c'est pas grand-chose. Je pense que ça va être intéressant. Je trouverais que globalement, ils auraient dû faire sauter cette histoire de moratorium. Et voilà, le joueur, tu signes, il match 24 heures 24 heures et c'est terminé, quoi. Puisqu'au final, ça bloque quand même ton argent pendant 9 jours. Et en 9 jours de free agency, il reste plus grand chose. Il se passe beaucoup de choses entre-temps, ouais. C'est ça. J'avais juste, j'y pense parce qu'on a fait court pour l'instant. Est-ce que tu as un peu des exemples justement de qui ça pourrait concerner là prochainement dans la prochaine free agency? Va falloir voir qui est sur le marché. En RFA, ouais, va falloir voir qui est sur le marché puisqu'il y a eu pas mal de prolongations qui ont été signées, en tout cas pour les joueurs majeurs, sous un peu la pression de ce nouveau CBA. Hein. Je pense que même en début de saison, c'était dans les tractations. Et en fait, comme il y a eu le changement aussi dont on parlera au niveau des prolongations des contrats rookies où maintenant tu peux proposer désormais aux role players des contrats de 5 ans, enfin des extensions de 5 ans après la free agency, alors que ça c'était réservé uniquement aux joueurs designated. Donc ça a changé. Donc c'est vrai que c'est une règle où avant les équipes avaient devaient choisir entre les années ou les dollars et qui va un peu être changé. Donc du coup, je pense qu'il y aura des choses à voir sur le marché, mais il n'y a pas d'agent libre restreint de renom. Après, peut-être Cam Johnson. À part Cam Johnson, voilà. Cam Johnson, c'est lui, c'est le nom qui revient le plus en tout cas pour les joueurs qui sont susceptibles. On en avait parlé ensemble d'ailleurs. C'est ça. Dans le post-mortem des Nets, et c'est vrai que on s'attend fortement à ce qu'ils reçoivent une offer sheet, surtout que Brooklyn va peut-être prendre son temps un peu avant parce que ça risque de coûter cher. Coûter cher pour faire quoi du côté de Brooklyn? Donc c'est toujours la même question.
Et effectivement, je pense que Cam Johnson est un des plus sérieux candidats. Oui. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Tom? Non, je trouve qu'on a été plutôt clair là-dessus. Je pense aussi. J'espère que vous aurez bien compris. C'est des mécanismes un peu complexes, mais on essaie de faire de notre mieux pour que vous puissiez comprendre. Surtout Tom. Hein. Moi, je suis le néophyte. Je bois ses paroles. J'essaie d'apprendre justement en même temps que vous. Du coup, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et toujours un petit mot, ça nous fait plaisir. Tom, on se retrouve très vite. Yes. Très bien. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut.